Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Viktor Orban, le dirigeant de la Hongrie, et plus que ça, une figure européenne pour vos adversaires. Vous êtes un cheval de Troie de Trump et de Poutine en Europe. Pour vos partisans, vous êtes l'espoir d'une autre Europe. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe? Non. Pourquoi? Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. L'Ukraine a tout son droit de se défendre. D'ailleurs, elle le fait de manière héroïque. Alors, pourquoi, par exemple, demandez-vous la fin des sanctions contre la Russie? Parce que les sanctions russes détruisent la Hongrie. Je pense que ça détruit également toute l'Europe. Mais ça, c'est le souci des Européens. Pendant les 3 dernières années, nous avons perdu 20 milliards d'euros à cause des sanctions. Pour la Hongrie, c'est un chiffre très important. Les sanctions nous détruisent. Quelle est l'alternative? Poutine a mangé la Crimée. Il a mangé une partie de la Géorgie. Il est toujours plus menaçant. Que doit faire l'Europe? Simplement le laisser avancer? Non. Il faut tout d'abord un cessez-le-feu et ensuite la paix. Puis, il faut qu'il y ait un accord stratégique de paix à long terme. Comment le garantir? Le président Macron est plutôt prudent. Il parle de troupes au sol, pas pour combattre, des troupes au sol pour garantir un cessez-le-feu. Est-ce que vous le suivez? Je pense en fait que ni les Européens ni les Ukrainiens ne pourront se mettre d'accord avec les Russes. Les Ukrainiens parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre, et les Européens parce qu'ils sont trop impliqués pour y arriver. Il faudrait en fait qu'il y ait un accord entre Russes et Américains. Vous avez dit vous-même, l'Ukraine est souveraine. Un peuple souverain peut adhérer, s'il le veut, à l'OTAN, à l'Union européenne. Est-ce que vous lui accordez ces droits? L'Ukraine n'est pas apte à devenir un membre de l'OTAN ou de l'Union européenne. C'est ce qu'on disait naguère de la Hongrie aussi. Non. Même avant la guerre, l'Ukraine était déjà en banqueroute. Au début des années 90, les Ukrainiens n'ont pas vraiment réussi à créer un État fonctionnel économiquement. Cela signifie que si l'Ukraine devenait un membre de l'Union européenne, ce serait une faillite économique. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui s'est passé avec l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Dans un premier temps, tout le monde était accepté dans l'OTAN. Cela garantissait une sécurité militaire. Seulement ensuite, ces pays ont pu entrer dans l'Union européenne. Mais actuellement, c'est impossible. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, tout de suite, ce serait la guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc actuellement, c'est une impossibilité. C'est une réalité géopolitique. Mais pardon, en disant ça, est-ce que vous ne faites pas un cadeau à Poutine? Vous dites qu'elle ne peut pas entrer dans l'OTAN, mais encore une fois, l'Ukraine est souveraine. Votre pays est entré dans l'OTAN, personne n'a dit non, la Hongrie ne peut pas entrer dans l'OTAN. Oui, mais je ne pense pas comme un Ukrainien. En revanche, je pense comme un Hongrois et comme un Européen. Pour nous, les Hongrois, et pour toute l'Union européenne, ce n'est pas dans notre intérêt qu'il y ait une menace de guerre et un conflit direct avec la Russie. C'est pourquoi l'Ukraine ne peut pas devenir un membre de l'OTAN.
Il y a une incompréhension sur vos positions. Les Russes, la Russie soviétique est entrée en Hongrie en 1956 avec ses chars et l'a écrasé la Hongrie. Vous avez été un combattant anticommuniste. Pourquoi n'être pas solidaire de l'histoire des Ukrainiens, qui ressemble? Je comprends. Et nous comprenons l'histoire de l'Ukraine. Je pense que nous comprenons même un peu mieux que les Français. Vous habitez à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine. Au cours des 150 dernières années, on a occupé 4 fois mon pays. Et c'était un désastre. Une fois, l'occupation a duré 45 ans. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était un désastre. C'était horrible. Les dégâts étaient considérables. Donc je comprends les Ukrainiens. Ce que nous pensons, c'est que les Russes, il ne faut pas les aimer, mais il faut avoir des accords avec eux. La Russie est une réalité géopolitique, même si on ne l'aime pas. Il y a une maxime en français qui dit « baise la main que tu n'oses pas mordre ». Est-ce qu'au fond, c'est votre attitude? Est-ce que vous êtes en train de baiser la main des Russes parce que vous avez peur d'eux? Non, 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 pas du tout. C'est juste le contraire. Je pense que c'est seulement le langage de la force que les Russes comprennent. Et l'Europe doit être forte. Il faut que l'on négocie à partir d'une position de force. Malheureusement, là, nous sommes faibles. C'est pourquoi nous avons besoin des Américains. Mais il faut que l'Europe se renforce à long terme. Il faut qu'il y ait un accord stratégique avec la Russie, mais seule une Europe forte pourra y arriver. Il y a 2 attitudes à l'égard de Vladimir Poutine. Celle du président Macron, du chancelier Merz et aussi d'ailleurs de Keir Starmer, et la vôtre. Vous êtes proche de Poutine. Jusqu'où peut aller cette proximité? Que voulez-vous? Voulez-vous par exemple que Poutine puisse revenir en Europe? Est-ce que vous l'accueilleriez en Hongrie? Il ne faut pas que l'on réfléchisse à Poutine, mais à nous-mêmes. Nous ne mesurons pas l'Europe à Poutine. Nous avons nos propres intérêts. Il faut que l'on soit fort. Et il faut que l'on soit fort avec et contre la Russie. Le président de la Russie est le président des Russes. S'il veut venir en Hongrie, il sera accueilli avec tout ce qu'il faut. Vous avez accueilli déjà Netanyahou, qui lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. De la même façon, vous enverrez paître l'Union européenne, la Cour pénale internationale. Vous êtes prêt à accueillir Poutine comme Netanyahou? Netanyahou est le Premier ministre israélien, bien sûr. Nous le respectons. Nous l'accueillons avec du respect, comme quand nous accueillons un dirigeant d'un pays. Nous avons du respect pour les pays. C'est aussi ce que l'on veut pour nous-mêmes, ce respect. Je pense que cette organisation est devenue très politique et ne m'intéresse pas. Quel est pour vous le rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Le président français et vous êtes aux 2 extrêmes. Comment est-ce que vous regardez son rôle? Tout d'abord, Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Et je respecte la France. Je respecte le président de ce pays. Depuis que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, la situation a radicalement changé. Auparavant, les Britanniques et les habitants de l'Europe de l'Est formaient un grand bloc souverainiste fort. Nous n'avons pas permis que Bruxelles s'accapare nos compétences. Mais Bruxelles sait ce qu'elle fait. Elle s'accapare nos compétences. Donc, la solidarité, c'est du passé. Ce qui se passe maintenant en Europe est validé par les Français et les Allemands. Et nous ne pouvons pas nous opposer à cette volonté. Nous n'avons plus ce pouvoir de blocage. La responsabilité et la position de votre président est plus forte.
Mais de quoi le soupçonnez-vous exactement? L'Union européenne, ce sont des membres à égalité. De quoi soupçonnez-vous Emmanuel Macron? Vous avez un bon rapport personnel avec lui. Tout à l'heure, on préparait l'interview, vous m'avez dit vous êtes tous les deux des bêtes politiques. Vous aimez bien batailler. Mais sur le contenu, vous êtes en désaccord sur tout. En ce qui concerne l'avenir de l'Europe, nous sommes en désaccord. On a besoin de l'Europe. Mais votre président aimerait partir vers une voie progressiste et libérale. Pour moi, ce serait une tragédie pour l'Europe. Je pense que tous nos maux proviennent du fait que nous avons délaissé nos traditions, la souveraineté nationale et nos traditions chrétiennes. Il faudrait retourner à nos racines et là, c'est diamétralement opposé à ce que représente M. Macron. Qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Vous dites retourner aux racines chrétiennes de l'Europe. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Les Italiens disent ça par exemple aujourd'hui, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quel changement concret en Europe? Prenons un exemple concret alors. La Hongrie ne permet pas l'entrée des migrants sur son territoire. Nous avons construit une clôture sur notre frontière sud. Et quand il le fallait, nous avons protégé militairement cette frontière. Personne ne peut entrer sur le sol hongrois sans l'autorisation de l'État hongrois. Nous avons le droit de le faire. Mais que dit Bruxelles? Bruxelles dit « Ah non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas décider avec qui vous voulez vivre. » Et quand je désobéis, quand nous désobéissons, chaque jour, nous devons payer $1 million. Là, je suis dans cette chaise et je paye $1 million à Bruxelles parce que je ne veux pas de migrants chez moi. Voilà. Bon, Monsieur le Premier ministre, mais l'Europe vous donne aussi beaucoup d'argent, vous le savez bien. Souvent, elle achète un certain nombre de vos accords, ça vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi, si vous êtes tellement en désaccord avec l'Union européenne, pourquoi vous ne la quittez pas? Non, je suis absolument d'accord avec l'Europe comme idée. Mais on ne peut pas quitter l'Europe, car nous sommes l'Europe. Vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle est? Ah oui, je ne suis pas d'accord avec la politique européenne. Parce que notre leadership est trop faible. Et il y a des erreurs. Et en plus des erreurs, il y a de mauvaises réponses à nos problèmes. Par exemple, il y a une crise migratoire qui est très mal gérée, une crise de Covid, mal gérée, transition verte, mal gérée, guerre, mal gérée, sanctions, mal gérées. Dans chaque cas, les crises sont le prétexte pour s'accaparer encore plus de compétences. Moi, je suis un gaulliste de ce point de vue. On reparlera de Gaulle après, mais si vous voulez changer l'Europe, on comprend que vous voulez garder l'Union européenne, mais là, changer. Avec qui aujourd'hui il y a le phénomène de Madame Meloni, qui a des réussites, notamment économiques. Est-ce qu'elle est pour vous devenue la principale force de votre camp? Il y a les souverainistes et il y a les fédéralistes. Meloni est souverainiste. Et moi, je le suis aussi. On aime coopérer ensemble. Il faut freiner la bureaucratie bruxelloise. Bruxelles ne peut pas dicter la politique européenne. Il faut que l'on retrouve nos droits nationaux. Mais l'idée européenne est une idée fantastique. Il y a même deux grandes promesses, la paix et le bien-être. C'est pourquoi nous l'avons créée, cette Europe. C'est pourquoi nous avons rejoint l'Europe. Mais aujourd'hui, nous n'avons ni bien-être, ni paix. Ce n'est pas ce que nous avons choisi. En France, qui incarne le mieux vos idées? On comprend, vous espérez un axe, par exemple, avec Madame Meloni. En France, qui incarne le mieux vos idées? Est-ce que M. Bardella et Madame Le Pen sont vos espoirs? J'ai eu des collègues fantastiques en France. J'ai commencé avec le président Chirac, il était formidable. J'ai aussi très bien coopéré avec le président Sarkozy. Quelle passion! Il est hongrois, il est un peu hongrois. Ah ouais.
Et puis, quel amour pour la patrie. Vous ne citez pas François Hollande, hein? Vous avez oublié François Hollande? Non, et il y a une raison à cela. Ouais. Barnier, le commissaire Barnier, nous avons coopéré. Je l'ai servi. Fillon, le Premier ministre Fillon, je l'ai beaucoup respecté. Donc j'ai beaucoup de bonnes expériences. Mais la réalité, c'est quoi? Il y a des souverainistes et des antifédéralistes. Et il ne me reste qu'un seul compagnon de lutte, Madame Le Pen. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé cela. Mais en réalité, la politique européenne s'est décalée vers la gauche. Ça veut dire quoi? Soyons précis. Vous espérez la victoire de Madame Le Pen en 2027? Pour vous, c'est un événement? Oui, je boirai des magnums de champagne. Qu'est-ce que vous feriez ensemble? Eh bien, tout d'abord, historiquement, Madame Le Pen a toujours soutenu la Hongrie qui était contre l'injustice. Mais on ne se connaissait même pas encore personnellement. Elle a toujours soutenu la position des États souverains. Et si elle est élue présidente en 2027, je l'aiderai à créer un budget pour un cycle d'avenir qui ne veut pas dépenser de l'argent pour la guerre, qui ne veut pas qu'il y ait encore plus de bureaucratie et qui redonnerait droits et compétences aux nations face à Bruxelles. Viktor Orbán, votre projet, de vous-même, vous y êtes venu au cœur de votre projet, il y a la question migratoire. Plusieurs pays européens ont co-signé une demande pour durcir des règles migratoires. Et, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi des gouvernements sociodémocrates, le Danemark par exemple. En fait, est-ce que l'Europe est déjà en train de changer? Est-ce que vous lui admettez ça? C'est trop peu. Il faut que l'on se révolte contre les règles actuelles. Ce que l'on fait, d'ailleurs. On ne peut pas permettre que des migrants, tout simplement, fassent le désordre dans nos rues. Qu'ils entrent dans notre pays, sans permis. Qu'ils soient violents envers nos femmes. Qu'il y ait de l'homophobie, de l'antisémitisme. C'est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas. On ne peut pas rester les bras ballants et rester juridico-juridique. Non, il y a une solution. Il ne faut pas les laisser entrer. Mais Viktor Orbán, là-dessus, d'autres vous suivent, y compris des sociodémocrates. En revanche, vous allez beaucoup plus loin. Quand vous affirmez, je vous cite, c'était en 2022 déjà, vous dites « Nous ne voulons pas être une race mixte avec des non-européens ». Est-ce que c'est une conception ethnique et, pour dire les choses, raciste? Non. J'ai un concept culturel de l'Europe. Elle doit garder ses propres valeurs, ses racines chrétiennes. Et rien ne doit mettre cela en danger. Ah, pardon. Quand vous dites race mixte, race, évidemment, quand on entend ça en 2025, ça résonne. Il faut lire la Constitution américaine. Et vous ne serez plus surpris, parce qu'en fait, cela peut signifier des choses très différentes selon les contextes. Et c'est un contexte très différent. Mais sur le fond, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi sur le fond? Cela veut dire que l'Europe a des peuples autochtones. Et on ne peut pas permettre que les nouveaux venus soient majoritaires. Nous avons nos cultures, nos traditions, nos histoires, et c'est ce qui doit définir l'avenir de l'Europe. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pardon, vous avez une natalité qui a encore baissé. Vous vouliez faire monter la fécondité, vous avez échoué. Je crois que vous êtes tombé à 1,38, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à décroître, que l'Europe devienne toujours plus petite? Parce qu'il n'y a pas 1000 solutions. Si ce n'est pas la natalité, c'est la migration. Moi, je ne peux parler qu'au nom des Hongrois.
Mais pour avoir une solution à ce problème démographique, ce n'est pas l'immigration la solution. Nous espérons qu'en soutenant nos familles, nous allons renforcer nos racines et qu'on aura davantage de naissances. Le vice-président J.D. Vance a tenu un discours très proche du vôtre sur les valeurs chrétiennes, sur le changement intellectuel, culturel en Europe. Est-ce que vous espérez une sorte de grande révolution conservatrice en Europe ? Je l'espère. J'aimerais bien que ça se fasse. Je suis très heureux pour les États-Unis. Nous sommes au début de cela, mais malheureusement, nous devons également voir que le président Trump n'est pas le Messie. Il n'est un compagnon de guerre que si nous voulons vraiment avoir quelque chose pour nous. C'est nous qui devons travailler. C'est pour ça que j'œuvre et qu'en Europe, il y a de nouveau une majorité conservatrice chrétienne. Et ça, c'est une opportunité. Quel effet bénéfique vous espérez de Trump en Europe, sur ce plan-là, sur le plan culturel? Qu'est-ce que vous espérez? Tout d'abord, il y a eu des difficultés au départ, à cause des droits de douane. Il faut que l'on trouve un terrain d'entente. Et puis je pense que le président américain est dur. C'est un partenaire dur. Et puis, on va voir que lui est un poids lourd et que les leaders de nos institutions européennes sont des poids plumes. Mais je pense qu'il est possible d'avoir un accord, même si c'est difficile. C'est possible. Ce dont je me réjouis, c'est que les États-Unis ont déjà cessé leur soutien à des ONG et des médias de mon pays. C'était vraiment un élément contre notre souveraineté. Et c'est un bonheur pour moi. En 2022, énormément d'argent arrivait chez mes opposants à partir de l'étranger, pour qu'ils soient plus forts contre moi. Bien sûr, je n'étais pas content. Monsieur le Premier ministre, ça c'est le grand jeu international. Les Russes payent, les Chinois payent, les Américains payent. Entrons dans les droits, la question des libertés dans votre pays. Vous savez combien les Européens sont inquiets à ce sujet-là? Je ne veux pas que les gens payent. Il faut que personne ne paye. Si quelqu'un veut faire de la politique, il ne peut pas accepter de l'argent de l'Ouest, ni de l'argent de l'Est, ni même de Bruxelles. Il ne faut pas qu'il y ait de l'argent de l'étranger qui arrive. Les institutions européennes sont inquiètes de façon très concrète. Elles ont engagé des actions juridiques contre vous, par exemple dans la répression des homosexuels que vous êtes en train de mener. Le fait que, en ce mois de juin, le simple fait de participer à la Gay Pride pourra être puni. Est-ce que vous êtes en train de trahir des libertés fondamentales en Europe? Non, il y a de la liberté en Hongrie. Venez voir, venez. Pas celle-là, pas celle-là. C'est des libertés fondamentales de manifester. Non, parce que la constitution hongroise est claire. Ce que dit la constitution hongroise, c'est que pour défendre les droits des enfants, il y a primauté sur tout. Il est interdit d'avoir une manifestation qui irait à l'encontre des droits des enfants. Ça, c'est interdit. Le concept est différent. On peut manifester. Il est possible de manifester. Mais pardon, Monsieur le Premier ministre. Non. Il ne s'agit pas ici du droit des enfants. C'est autre chose. On ne parle pas de ça. On parle du droit de manifester dans une démocratie libérale. Pardon. On peut manifester pour le mariage homosexuel, contre le mariage homosexuel, pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche, pour la peine de mort, contre la peine de mort. Ça s'appelle la liberté. Pourquoi est-ce qu'en Hongrie, on ne peut pas manifester simplement parce qu'on est homosexuel? C'est grave. C'est une violation du droit. On peut manifester, mais dans une forme qui ne touche pas le droit et les intérêts des enfants. Non. Ils seront punis. Nous avons dit qu'il y a des endroits où c'est possible, mais ils ne peuvent pas faire tout un défilé dans la ville et provoquer des effets qui seraient, selon nous, pas bons pour les enfants. Mais ils peuvent se réunir. Il y a des endroits où ils peuvent se réunir. Monsieur le Premier ministre,
Vous voyez bien que vous avez franchi là un seuil dans des pays même conservateurs. Il y a des gay pride, ils sont libres, ils n'en veulent pas à vous ni aux enfants, c'est leur liberté absolue. En Israël, il y a des gay pride, il y a une partie d'Israéliens qui sont très conservateurs. Partout dans le monde, enfin une grande partie du monde, libre, ça existe, et pas chez vous. Liberté de la presse, la même chose. Vous êtes en train de prendre des mesures contre la liberté de la presse au nom des influences étrangères. Vous voyez bien que pour l'Europe, vous avez franchi le seuil qui vous met en dehors. En ce qui concerne les médias, il y a une très grande partie qui est financée et détenue par l'étranger. La presse est libre. Je pense que la diversité des débats politiques est plus importante que la diversité en France. Les critiques peuvent être dites en Hongrie. Les critiques sont très fortes d'ailleurs. Viktor Orban, pardon, excusez-moi, c'est vieux comme le monde. Vous avez été anticommuniste, la CIA payait les médias pour diffuser de la propagande pro-Ouest, et ça a servi. Vous étiez content à l'époque. Hein, toutes les puissances ont le droit d'essayer de leur façon. Ça s'appelle la liberté, que ce soit la liberté internationale ou la liberté à l'intérieur d'une nation. Je pense que ce n'est pas ainsi que ça se passe. En effet, moi, je suis très content que cette époque soit révolue. Pendant le régime communiste, pendant l'occupation soviétique en Hongrie, l'ingérence étrangère était différente. Mais actuellement, la Hongrie est souveraine. Il n'y a pas de troupes de pays étrangers. On ne veut pas qu'il y ait une ingérence financière dans la vie politique. L'Europe, un jour, ne peut pas perdre patience. On voit à quel point déjà elle est en train de s'inquiéter. Vous risquez d'être privé du droit de vote au Conseil européen. On risque d'en arriver là. Pourquoi je perdrais ce droit alors que j'ai raison? Vous avez peut-être raison de votre point de vue, mais il se trouve qu'il y a d'autres pays européens. Nous coopérons de manière constructive avec l'Europe. L'Europe est très importante. Et d'ailleurs, elle doit être contente que la Hongrie fasse partie de ses amis. Nous nous sentons très bien en Europe. Est-ce que c'est une illusion réactionnaire? Vous aimez bien le général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle était conservateur sur certains plans. Il était même contre la pilule, mais il a évolué. On ne peut pas retenir les mœurs. Les mœurs ont changé. En réalité, est-ce que vous êtes un réactionnaire? Nous n'utilisons pas ce mot de la même manière en Hongrie. Traduisez-le comme vous voulez, ça s'appelle comme ça. En Hongrie, j'espère bien que les femmes ont des droits très larges, les plus larges d'Europe. Nous sommes en train de mettre en place, par exemple, une loi qui fait que les femmes avec 2 enfants ne paieront plus d'impôts sur le revenu. Alors oui, elles ne peuvent se marier qu'avec un homme. Le mariage n'existe qu'entre un homme et une femme. Et il y a toujours la primauté des droits des enfants. Mais les femmes ont un statut particulier en Hongrie, et je veux que ce soit comme ça. On a l'impression que vous vous rapprochez de Poutine aussi par là, c'est-à-dire que la loi sur les influences étrangères ressemble, tout ce qui concerne l'homosexualité, la répression de l'homosexualité, vous êtes en train de le ressembler. Pour vous, Poutine est-il un dictateur? Il faut que vous essayiez de comprendre quelles sont mes idées. Pour que la Hongrie soit entendue, nous n'avons pas besoin de nous comparer à qui que ce soit. Ce que fait Poutine, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment il voit la Hongrie. Ce qui m'intéresse, c'est mon propre peuple. Et je ne veux pas que qui que ce soit dise quoi que ce soit sur notre vie. Ni Washington, ni Bruxelles, je suis souverainiste. Et puis l'affaire des Russes, c'est l'affaire du président des Russes. Une question personnelle. Moi, je vous avais vu à Budapest il y a peut-être 30 ans. Alors, à l'époque, vous étiez jeune combattant. Vous aviez été jeune combattant courageux contre le communisme. Aujourd'hui, vous êtes ami des régimes autoritaires. Vous êtes le chouchou du Parti communiste chinois, quand même. Alors, à votre défense, les Européens sont très lâches aussi avec les Chinois, certes. Mais enfin, vous êtes l'ami, vous êtes le préféré des Chinois en Europe. Comment expliquer ça? Le Orban anticommuniste pour la liberté, vous avez combattu pour la liberté en 89, et aujourd'hui l'ami
de la dictature chinoise. Comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre? Ce n'est pas une provocation, vraiment, au fond, expliquez-nous, parce que ça explique une part de l'Europe de l'Est. Je pense qu'il y a deux questions et j'aimerais les séparer. Le Premier ministre de chaque pays doit avoir des amis. Je pense que votre président fait la même chose. Obtenir des amis. La Chine est un pays qui se renforce à vitesse grand V. On veut coopérer le plus possible avec la Chine. La Turquie, le monde turc aussi se renforce. On veut coopérer. L'Union européenne, elle, stagne. Les dirigeants stagnent, même si on veut coopérer et en faire partie. La Russie, oui, on veut coopérer avec la Russie. Quand il y avait des démocrates au pouvoir aux États-Unis, on a aussi voulu coopérer avec les États-Unis, puisque la politique étrangère, ça consiste à collectionner, ou à ainsi dire collecter des amis pour son pays. C'est notre rôle. Mais il ne faut pas mélanger cela avec l'idéologie. Oui, j'étais un guerrier des rues. Je luttais pour la liberté. Et c'est ce que je suis resté. Pour l'instant, je pense qu'il y a une menace contre la liberté qui vient de Bruxelles. Il faut lutter contre cela. Qui gagne à la fin? Est-ce que vous ne sous-estimez pas les démocraties libérales? Les démocraties libérales ont été colonialistes, elles savent parfois avoir même sortir des règles. Elles ont quand même réussi à casser les reins de Saddam Hussein, de Kadhafi, de Milosevic. À la fin, est-ce que la démocratie libérale, même celle qui organise les gay pride, etc., justement parce que c'est la liberté, elle est plus forte? Je pense que c'est erroné comme concept dans le monde. Il y a eu des changements, à partir de Milosevic jusqu'à Kadhafi. Ça n'a rien à voir avec les démocraties libérales. Ça a à voir avec la force et la géopolitique. Et après, il y a les libéraux, comme s'il y avait une lutte entre les autocrates et les libéraux. Non, non, la vérité est très différente dans le monde. Il existe des pays très différents, nous avons une diversité incroyable dans le monde. Et il faut comprendre chaque pays à partir de sa culture et de son idéologie. Les Russes et les Chinois ne peuvent pas être comme nous. Ils sont très différents. Ils ont une autre culture, un autre régime politique. Il faut qu'on s'occupe d'une autre. Quelle est la base d'une autre? La chrétienté, la participation, la liberté, la démocratie. C'est comme ça que nous pouvons vivre. C'est comme ça qu'il faut que l'on se renforce. Et après, il y a la lutte contre les libéraux. J'espère tout simplement que nos valeurs et notre programme vont être plus forts que le programme libéral. Voilà. Viktor Orbán, merci d'avoir été notre invité. Moi aussi, je vous remercie.